Bienvenue à ce 5e Midi de l'Emploi et des RH que nous organisons avec l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Samuel, qui est chercheur en informatique appliquée au sens social, et Lucie, chargée de développement au sein de la coopérative Ananké. Nous sommes ensemble pour une heure de temps d'échange sur l'IA et l'impact sur les conditions de travail, avec un focus évidemment particulier dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Bienvenue à vous deux sur ce plateau. Je vous propose dans un premier temps de revenir sur les définitions de ce qu'est l'IA, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses. L'IA va remplacer l'humain, l'IA nous fait gagner en productivité dans nos métiers. Est-ce que demain, on va travailler moins grâce à l'IA ? Finalement, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle ? Et je me retourne vers toi, Samuel, dans un premier temps. Et puis peut-être que tu peux aussi te présenter en quelques mots avant de commencer. Et évidemment, on va remercier Arles Créatif qui nous accueille aujourd'hui dans ce lieu assez particulier à Arles. Et donc, si tu veux aussi nous parler de ton partenaire, Arles. Donc, Arles Créatif, c'est une association qui regroupe des acteurs de l'industrie créative et culturelle, des industries créatives et culturelles, et qui fédère ces acteurs au travers de projets qui visent à développer la filière sur le territoire arlésien. Oui, en début d'année, on a organisé avec la coopérative Ananké une série de séminaires ici sur l'IA et l'impact dans les industries culturelles et créatives, que ce soit dans l'emploi, les compétences. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut utiliser leurs locaux. Non, je ne peux pas vraiment définir... je ne vais pas pouvoir vraiment définir l'IA parce que ça serait trop long, mais en tout cas, ce dont on parle aujourd'hui le plus souvent quand on parle d'IA dans la presse, en vérité, c'est l'IA générative, donc qui est vraiment un sous-domaine de l'IA et un sous-produit de l'IA. Dans le mot sous, il n'y a pas du tout de jugement de valeur, mais c'est une partie de l'IA, on va dire. Mm-hmm. Et donc c'est une technologie particulière dans cet ensemble de technologies qui regroupe énormément de choses. Et c'est un type d'outil particulier dans une galaxie d'outils dont, en fait, sans en avoir conscience, tout le monde en utilise énormément au quotidien depuis des années, mais sans obligatoirement attribuer l'étiquette d'IA. Donc la plupart du temps, en vérité, quand on identifie dans la presse ou dans les discussions, ce qu'on identifie en tout cas derrière le mot IA, la plupart du temps, c'est ces IA génératives, indépendamment de tous les outils d'IA qu'on utilise au quotidien sans vraiment le savoir ou sans vraiment en être conscient, quoi. Mmh. Donc l'IA, c'est pas nouveau finalement. Non, et puis mais même il y a un chercheur assez connu en IA, enfin un chercheur et développeur, mais assez connu en IA, qui disait il y a déjà longtemps, dans les années 80, que ce qu'on appelle IA en général, c'est ce que l'informatique ne sait pas encore faire. Une fois que quelque chose est devenu vraiment standard, on cesse de l'appeler IA en général, on appelle ça de l'informatique. Donc typiquement, par exemple, les algorithmes de recommandation sur toutes les applications qu'on utilise ou sur les moteurs de recherche font partie de l'IA, mais ça viendra à l'esprit de personne de dire qu'il utilise de l'IA quand il tape une requête dans Google. Voilà. Donc c'est juste qu'à un moment, quand quelque chose devient vraiment très répandu et très utilisé, on cesse de l'appeler, et très efficace, on cesse de l'appeler IA. Et du coup, c'est ça qu'il faut retenir, hein, c'est que si on parle autant aujourd'hui d'IA générative, c'est parce qu'en vérité, les outils ne sont pas encore complètement finalisés, sinon on aurait déjà cessé d'appeler ça de l'IA, et c'est ce qui arrivera dans quelques années. Enfin, l'IA générative, en tout cas, dans 2-3 ans, sera suffisamment stable pour qu'on arrête de l'appeler de l'IA, et puis l'IA, ça sera autre chose, en fait. Il faut le voir comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on teste finalement le marché lié à l'IA ? Comment ça se passe ? Parce qu'on nous vend quand même des prouesses liées à ce terme. Comment on se situe sur le marché ? Alors, dans le fait qu'on vende des prouesses, il y a deux niveaux. Il y a des vraies prouesses. Enfin, il y a des choses vraiment qui sont objectivement très nouvelles, enfin, en tout cas, des performances qui sont très nouvelles. Ça, c'est objectif, mais c'est pas obligatoirement ce dont on vous parle dans la presse et au quotidien. En tout cas, pour les gens qui sont dans le domaine de l'IA, évidemment qu'on voit qu'il y a un gain en performance. Par contre, les promesses qu'on vous fait dans
au quotidien, dans les articles, dans les médias, ne sont pas obligatoirement exactement ce que vous allez avoir comme outil réel dans quelques années. Et ces promesses, elles sont surtout faites pour vendre. C'est bien compréhensible. Enfin, l'industrie a besoin de vendre, c'est normal, et donc elle fait des promesses qui sont toujours exagérées. C'est pas que pour l'IA, c'est pour tout. Hein. Le rasoir Gillette, il rase mieux que les autres, etc. En fait, il faut surtout démystifier toutes ces promesses un peu folles qu'on nous fait, puis en dehors des promesses, les angoisses aussi qu'on véhicule autour de ça, parce que il y a deux manières de vendre, hein, c'est faire peur ou faire rêver. Donc les deux discours existent pour finalement obtenir le même résultat. Mais les deux discours sont faux. Il n'y a pas un remplacement de l'humain qui va arriver dans les années qui viennent. Peut-être un jour, j'en sais rien. Moi, je suis pas de la science-fiction, mais ça, en tout cas, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour demain, et la partie rêve non plus, en fait. Vous voyez bien que les voitures autonomes, ça fait des années qu'on en parle, c'est quand même pas encore vraiment développé, et les vrais spécialistes disent que ça prendra encore beaucoup de temps pour avoir des vraies voitures entièrement autonomes. Donc c'est toujours le même problème, on fait des promesses, après il faut voir ce que ça donne. Là maintenant, si on regarde, le point de vue dont je parle souvent, c'est le point de vue des capitaux risqueurs, parce que les capitaux risqueurs n'ont pas intérêt à se planter, puisque c'est eux qui investissent énormément d'argent pour avoir des retours sur investissement. Donc en général, ils font quand même attention. Donc c'est un point de vue qu'on peut suivre quand on veut connaître le degré de maturité d'une technologie, puisque c'est des gens qui doivent investir dedans. Et tous les capitaux risqueurs et les conseillers des capitaux risqueurs sont d'accord pour dire qu'actuellement, on est dans une phase où, contrairement à ce qu'on nous fait croire, l'IA générative n'est pas du tout mature et n'est pas du tout dans son état stabilisé, et on est en réalité dans une phase qu'on appelle techniquement le creux de la désillusion, c'est-à-dire le moment où en gros le public commence à adopter un outil, se rend compte que finalement c'est pas non plus ce qu'on lui avait promis, trouve des usages plus ou moins, mais c'est du bricolage pour l'instant. Et d'ici, les prévisions disent que c'est en gros d'ici 2 à 4 ans que les outils vont vraiment se stabiliser sur des formes qui seront vraiment utiles, un peu comme Google aujourd'hui, qui à l'époque, au tout début, n'était pas complètement stable. Voilà. On parle depuis le début de l'IA générative. C'est quoi ? Des IA, il y en a des milliers de types. De toute façon, dans l'absolu, vous pouvez considérer qu'une calculatrice, c'est déjà une IA, parce que la définition de l'IA, c'est un système qui est capable de reproduire des compétences humaines de manière fiable et performante. Donc une calculatrice reproduit des compétences humaines de manière très très performante. Quelque part, c'est de l'IA. Mais l'IA générative, c'est un truc un peu la particularité, c'est que elle est générative, c'est-à-dire elle est capable de générer des choses à partir d'une instruction que vous lui donnez en langue naturelle, donc dans la langue habituelle des humains, quoi. Alors que jusqu'ici, on avait des outils qui étaient capables de faire des choses, mais très spécialisées, ou de faire des choses à partir d'instructions faites par un informaticien. Voilà. Là, la différence, c'est que vous dites une phrase dans votre langue, l'IA la comprend et génère quelque chose qui correspond à votre requête. Donc c'est ce que veut dire génératif. Mais il n'y a rien de... En vérité, les performances sont intéressantes et elles sont objectivement très très puissantes, mais il n'y a rien d'absolument... ni en termes de technologie, ni en termes d'organisation des informatiques, on va dire, il n'y a rien de totalement nouveau par rapport à ce qu'on faisait déjà il y a 10, 20, 30 ans. J'ai l'impression que ça nous donne quand même un peu ce sentiment de nouveauté, puisqu'aujourd'hui, on a l'impression de parler à quelqu'un grâce à l'IA générative. Donc, quand on parle d'IA générative, on pourrait illustrer, c'est des outils comme ChatGPT, Copilot sont des outils d'IA générative. Il y a des outils aussi qui, aujourd'hui, dessinent à notre place, font de l'art à notre place, font de l'écriture. Peut-être que d'ailleurs, le terme « à notre place » n'est pas adapté. Voilà, c'est ça. Que tu veux rebondir Non, c'est ça qui n'est pas adapté. C'est qu'en fait, il faut surtout pas... En fait, il faut pas tomber dans le piège sémantique. C'est génératif au sens où je viens de l'expliquer. C'est capable de générer quelque chose qui correspond à peu près à ce que vous attendiez, mais jamais complètement. Quand vous lui demandez d'écrire un courrier, ça peut vous satisfaire, mais c'est jamais non plus le plus beau courrier que vous ayez lu de votre vie, ou le courrier le plus adapté à la situation. Sur les images, c'est pareil. Ça peut générer des images, ça peut faire des films, mais c'est jamais exactement ce que vous aviez en tête.
Ça sera jamais à ce niveau-là, c'est normal. Bon, c'est génératif, d'accord, mais là où il faut pas tomber dans le piège sémantique, c'est que c'est pas parce que c'est génératif que c'est capable de produire à votre place. Et par définition, ce que produit une IA, c'est ce que produit n'importe quel système informatique. C'est quelque chose qui doit être à minima vérifié, corrigé, amendé, repris, etc. Quand les artistes, par exemple, qui travaillent avec de l'IA, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils rentrent pas juste un prompt dans une IA et il sort une super œuvre d'art. C'est qu'ils passent 400 heures à tester des prompts et à faire 300 versions d'une photo pour arriver à quelque chose. Donc vous voyez bien que là, dans ce cas-là, ils font pas faire à l'IA leur travail. Ils font leur vrai travail d'artiste habituel, mais sauf qu'au lieu d'avoir des outils, je sais pas, des Photoshop et des Premiere et des Adobe, je sais pas quoi, ils ont une IA. C'est tout. C'est juste un outil. Et l'IA, sa particularité de l'IA générative, c'est aussi de deviner le mot d'après. On parle d'intelligence artificielle, mais il y a quand même un sujet sur ce terme, non ? C'est clair que le risque, c'est vu que ça génère et que ça génère plutôt bien, le risque, c'est de croire que, puisque ça génère, après tout, pourquoi le faire soi-même ? Là réside réellement le problème. C'est que c'est pas parce que ça génère les choses que ça empêche d'avoir un vrai travail humain autour, au contraire. Et tout le discours sur... c'est un discours qu'on entend souvent, mais qui est un peu négatif à mon avis, c'est l'idée de dire oui, il faut faire attention, ça va pas remplacer les humains, ça va être complémentaire. Mais c'est même pas complémentaire, en fait. Qui aurait l'idée de dire qu'un escabeau ou un pinceau de peintre, c'est complémentaire de l'humain ? Personne. C'est pas une question de complémentarité, c'est un outil, point. Donc il doit être utilisé comme un outil. À partir du moment où les gens l'utilisent comme un outil, ça marche. Lucie, vous en avez fait un projet aussi au sein d'Ananké lié à l'utilisation de ces outils numériques. Donc on a bien vu qu'il faut replacer l'IA générative aujourd'hui vraiment à sa place d'outil. C'est aussi essentiel pour pouvoir s'emparer du sujet. Quels sont les autres enjeux qui vous ont poussé à faire vos projets aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place autour de ces thématiques ? Au sein de la coopérative, il y a deux formes de projets qu'on a pu mettre en place, soit avec notre réseau de chercheurs, des formats de conférences, sensibilisation ou ateliers avec des structures qui étaient intéressées par le contenu, qui voulaient avoir un peu une prise de recul sur justement ce que c'était, qu'est-ce qu'on devrait en penser ou comment est-ce qu'on voulait le mettre en place. Et c'était à destination soit d'autres chercheurs, soit d'organisations publiques ou privées. Et ça crée des discussions aussi assez riches. Soit ici à Arles Créative, où là, il y a eu un cycle de conférences. Et en miroir, au sein de la coopérative, on a voulu aussi faire une discussion entre salariés, on est une 50aine, et créer comme un projet interne pour se mettre d'accord sur la manière dont on souhaitait utiliser cet outil. Comment est-ce qu'en tant que structure, on voulait réaffirmer notre culture interne, nos valeurs. Et donc, c'est en train de se traduire en charte d'utilisation. Mais c'est un projet qui prend un peu de temps, qu'on a initié il y a quelques mois et qui est assez intéressant à mettre en œuvre. J'ai l'impression que quand on parle d'IA aujourd'hui, chaque individu, chaque citoyenne s'empare aussi de la thématique parce qu'on est aussi confronté à tout un tas d'informations liées au sujet. Aujourd'hui, en ouvrant ces espaces de discussion au sein de la coopérative, quels sont les échanges, la nature des échanges que vous avez eus, les constats, éventuellement les peurs associées ou les opportunités pour les salariés de la coopérative qui ont pu émerger de ces échanges ? En interne, je pense que c'est assez représentatif des discussions qu'on peut avoir même au quotidien au niveau individuel. Il y a à la fois des profils plutôt technophiles, on va dire, qui sont curieux, qui veulent essayer, qui l'ont déjà complètement adopté dans leur quotidien, et d'autres personnes qui, au contraire, se méfient de cet outil-là, ont des craintes aussi vis-à-vis de la sécurité de l'entreprise ou de la sécurité de leurs propres données. Et donc, c'est l'occasion de créer un dialogue pour que ces deux profils puissent échanger, comprendre le point de vue de l'autre et aussi s'accorder peut-être sur la manière dont ils veulent travailler ensemble parce qu'on est un collectif. Donc, les usages individuels
en dehors de leur temps de travail, ça concerne chacun d'eux. En revanche, sur la manière dont on souhaite travailler ensemble, les interactions et les travaux de groupe, il faut pouvoir s'accorder sur la manière dont on souhaite l'utiliser et quelle place on veut lui accorder. Cette utilisation-là n'a pas fait l'objet de discussions en interne collectives. Quels sont les risques associés à cela ? Il y a un risque de sécurité, c'est ce qui est revenu assez vite dans les échanges en tout cas, sur est-ce que je ne me mets pas en danger en dévoilant certaines de mes données, ou est-ce que je ne suis pas en train d'entraîner une IA à reproduire mon travail et donc à potentiellement pouvoir me faire remplacer à l'avenir. Le fait de se sentir un peu dépassé par un outil qui pourrait devenir à l'avenir plus performant, donc de se décharger de capacités qu'on pourrait plus mettre en œuvre. Des choses assez fines, vraiment ça dépend des profils, mais il y a des retours très différents et je pense que dans la discussion justement c'est important de laisser la place à ces différents points de vue pour que chacun puisse se comprendre et qu'on se mette d'accord collectivement. Il n'y a pas une seule réponse à avoir sur le sujet. On entend aussi parfois l'idée que ESS et IA peut être incompatibles parce qu'il y a aussi l'IA amène des enjeux éthiques, des enjeux environnementaux. Est-ce que vous avez une opinion sur la question ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Tout en sachant que ce temps n'est pas forcément dédié à revenir sur tous les risques, notamment environnementaux, parce que c'est un sujet très complexe. Et que ce qu'on vient de voir aussi en introduction, c'est que l'IA qu'on connaît aujourd'hui est aussi amenée à évoluer demain. Donc on n'est pas encore sur le produit fini, si je peux dire. Est-ce que l'IA est incompatible avec l'ESS ? Non, mais en fait, c'est une question complexe. Mais je vais donner juste des pistes de réflexion. Je ne vais pas vous donner de réponse, mais juste des pistes. Personne ne se pose la question de est-ce que l'informatique est compatible avec l'ESS ? Pourtant, c'est la même question, déjà. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que donc, effectivement, enfin, pour aller très vite, effectivement, l'IA pose plein de problèmes, d'enjeux, de questions autour de l'environnement, effectivement, mais aussi la protection des données, des enjeux aussi sur les limites planétaires, il y a énormément de choses qui sont vraies là-dedans. Mais en même temps, tout le monde utilise Netflix 3 heures par jour, ça a un coût énorme environnemental, et donc focaliser cette question, je ne dis pas du tout que l'IA n'a pas d'impact environnemental, je dis que focaliser la question sur l'IA autour de l'environnement, alors que de toute façon, à côté, on utilise des outils numériques qui eux-mêmes sont déjà très consommateurs, c'est un peu... c'est pas du tout de l'hypocrisie, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et une volonté... Et du déni, en fait, c'est une forme de déni. C'est focalisé sur un truc nouveau, mais pour pas regarder les usages qu'on fait déjà. Donc là, déjà, ça, c'est important. Ensuite, comme je disais au début, l'IA, ça veut rien dire. Là, ce dont on parle, c'est l'IA générative. Effectivement, les modèles tels qu'ils sont développés aujourd'hui dans les grandes IA génératives centralisées, il n'y en a pas beaucoup, mais on les connaît, enfin, c'est celles qui ont été citées au début. Évidemment, ce modèle-là, il est tellement destructeur de ressources qu'on sait très bien qu'il n'est pas tenable, ni à court ni à long terme, et il n'est pas tenable, notamment d'un point de vue environnemental, sur 2 points essentiels. C'est à la fois l'énergie, la consommation énergétique, mais aussi les ressources minières. Enfin, on sait très bien qu'on ne pourra pas continuer sur cette trajectoire-là d'augmentation des performances, parce que chaque gain, c'est pas juste les utilisateurs, c'est chaque gain en performance à la marge, sur ChatGPT par exemple, entre chaque version de ChatGPT, nécessite une augmentation exponentielle des ressources qui sont consommées. Donc ça, on le sait, c'est calculable, et c'est calculable très facilement. Enfin, avec une calculatrice, vous pouvez le vérifier vous-même. Ça ne veut pas dire que l'IA ne va pas continuer à se développer, ça ne veut pas dire que l'IA générative ne va pas continuer à se développer. C'est juste qu'elle prendra une autre forme. Quand je vous disais tout à l'heure, on est dans le creux des désillusions, c'est que là, on va rentrer d'ici 1 an, 2 ans, dans une phase où ils vont commencer à développer des IA génératives, beaucoup plus économes, portables, comme on dit, donc facilement intégrables dans une entreprise,
Ça existe déjà. Vous pouvez très bien télécharger un modèle de langage très simplifié qui consomme pas grand-chose, que vous installez sur votre ordinateur personnel. Donc on sait très bien que ça va aller vers là. Mais ça, enfin, attention, hein, je dis pas que ça sert à rien de se poser la question, mais il faut pas focaliser sur ça. Le problème derrière, caché en réalité derrière tout ça, c'est les gros acteurs du numérique qui développent ce type de modèle très consommateur de ressources. Mais c'est pas l'IA. L'IA, vous en utilisez tous tout le temps et personne ne s'est posé la question de combien ça consommait. Il y a quand même ce discours aussi de se dire, parce que ça nous dépasse au-delà en fait du monde de l'entreprise, hein, ces notions d'IA, de données, de protection des données, de protection des données sensibles. Si on reste focalisé sur le monde de l'entreprise, quels sont les enjeux liés à ces données-là? Et justement, quand on parle d'éthique, quels seraient les conseils ou au contraire les points d'attention, les risques qui peuvent émerger dans une structure? Sur ces enjeux-là spécifiques, en fait, c'est très important. C'est pour ça que je disais ça juste avant, c'est qu'il faut absolument pas focaliser tout sur l'IA. L'IA, c'est la question qui arrive au moment où les gens commencent à être conscients de tous ces problèmes, que ce soit environnemental, traitement des données sensibles, etc. Et donc, on est peut-être plus focalisé sur l'IA parce qu'il y a cette convergence. L'IA arrive au moment où les gens sont éduqués sur ces questions-là. Le problème, il est beaucoup plus large, surtout dans les structures de l'ESS. Les problèmes de confidentialité, les problèmes de propriété industrielle, les problèmes environnementaux, comme je viens de le dire, ils se posent aussi pour tous les autres outils numériques. Donc il y a une stratégie beaucoup plus large à avoir. Maintenant, qui s'étend à tous les outils numériques, et pas seulement d'ailleurs, même au traitement de l'information dans les entreprises. On a encore, surtout dans le sanitaire et social, par exemple, ou dans le médical, on a évidemment énormément de données sensibles dans l'ESS qui sont pas obligatoirement très bien protégées, et l'IA ne va faire que renforcer ça. Maintenant, si on regarde effectivement spécifiquement l'IA, oui, il y a des nouveaux risques qui sont apparus, et qui sont essentiellement des risques de fuite de données, ou des risques de réutilisation malencontreuse de données qui ont été utilisées dans une requête ChatGPT. Par exemple, si vous envoyez une requête ChatGPT qui porte sur un tableur avec des salariés dedans, il y a évidemment qu'il y a un risque de fuite de données. Mais ça, c'est évidemment qu'il faut le mettre en place par rapport à l'IA, mais il faut avoir une visée beaucoup plus large. Il faut le mettre en place par rapport à tous les process. Voilà. Et d'une manière générale, il faut surtout pas se poser, dans une entreprise en particulier, se poser la question uniquement par rapport à l'IA. Parce que sinon, le risque, si on focalise trop sur ça, le risque, c'est que les gens se disent, moi, j'utilise pas de l'IA, donc je n'ai pas de risque, donc j'ai pas besoin d'améliorer mes process. Et en fait, si, tout le monde est concerné. C'est pas aussi simple que ça en a l'air, quoi. Et pour autant, les données là qu'on met sur les ChatGPT, etc., peuvent être à la main aussi d'hackers. Tu me donnais une donnée un peu plus tôt, Lucie, sur la question. C'était laquelle ? C'était un prompt sur 12 révèle des données sensibles d'une entreprise. Donc, en tant qu'employé, il faut qu'on soit constant de notre usage aussi des IA, en tenant compte d'un certain risque qu'on peut prendre. Et je pense que dans la discussion collective qu'on peut avoir justement sur l'utilisation de ces IA, ça peut être un point d'entrée pour engager la discussion, qui après peut découler effectivement sur notre usage du numérique en général, ou la manière dont on souhaite faire évoluer nos process, travailler d'une meilleure manière ensemble. On voit qu'il y a aussi d'autres risques qui existent et qu'on n'a pas encore évoqués ensemble. Ce sont les risques cognitifs aussi. Donc, de ne plus forcément faire des actions qu'on avait l'habitude de faire. Je pense par exemple à l'action un peu typique, la tâche typique du compte-rendu qu'on demande à ChatGPT de faire, ou de l'article, ou du post LinkedIn, par exemple. Aujourd'hui, 70% de posts LinkedIn, tu me disais tout à l'heure, qui sont générés par des IA génératives. En quoi c'est essentiel pour une entreprise de se poser maintenant la question ? Même si on l'a vu, les outils sont voués à évoluer. Il n'y a pas forcément une urgence absolue comme les médias peuvent parfois le souligner. Pourquoi c'est quand même essentiel de se poser la question, notamment
en lien justement avec les compétences des salariés présents? Parce que, alors, à la différence des risques dont on vient de parler, donc données personnelles, environnement, essentiellement, propriété industrielle dans un second temps, mais à la différence de ces risques-là, les gens, la population générale, on va dire, les gens ça veut rien dire, mais soit ne sont pas encore conscients, soit ne sont même pas informés en fait sur ces risques-là. Et pourtant c'est exactement le même problème, c'est qu'en vérité ce problème, ce risque, ces enjeux-là, on les connaît depuis déjà pas mal de temps, ils ont déjà été étudiés, on est capable de les mesurer en partie, et surtout on a déjà vécu ce truc-là lors des précédentes révolutions numériques, enfin essentiellement Internet. Enfin, Internet, les applications sur les téléphones, la téléphonie mobile, etc. Le risque existe déjà depuis longtemps, on sait le mesurer, et par contre, les gens n'en étant pas conscients, du coup, ils reproduisent finalement avec ChatGPT ou les autres outils les mêmes mauvais comportements qu'ils ont déjà sur tous les outils numériques, avec pour le coup, des enjeux qui deviennent à long terme très importants. Alors, pourquoi dans une entreprise en particulier c'est important? Parce que une entreprise aujourd'hui, enfin, tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est quand même la vision, c'est pas ma vision, hein, c'est la vision moderne de la GPEC dans les entreprises. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Voilà. C'est quand même de dire qu'une entreprise, c'est avant tout du capital humain. Il y a du capital machine, il y a du capital humain. Si votre capital humain, il est constitué des compétences, des connaissances et des aptitudes de vos personnels et de vos contributeurs, etc., il est clair que si vous avez tout à coup, vous introduisez par exemple quelque chose, un usage dans votre entreprise qui vient détruire ces compétences, vous mettez en danger votre entreprise. Là, je parle uniquement du point de vue de l'entrepreneur. Maintenant, si on parle du point de vue du salarié, il est très clair aussi que si je commence à perdre des compétences, en fait, à cause de mon travail ou de mes usages au travail, je suis dans une situation de mal-être au travail et de difficulté, de diminution de ma qualité de vie au travail. Or, ce que fait le numérique, c'est exactement ça. C'est pas quelque chose. Autant, si vous voulez, une personne toute seule va pas résoudre la question de la consommation d'énergie de ChatGPT. Autant, par contre, la question des usages en entreprise, de leur impact cognitif, qui est énorme, on peut le résoudre soi-même, et pourtant, personne n'est vraiment encore en alerte sur ces questions-là. Je vous donne juste des exemples très bêtes, hein, mais alors, bon, ChatGPT, par exemple, et les IA génératives, on connaît très bien les risques pour l'instant. C'est essentiellement des risques qui ont été identifiés, mesurés. C'est essentiellement des risques des diminutions de la capacité critique, l'esprit critique, de la capacité d'analyse, du coup, de correction, mais aussi des diminutions des capacités de rédaction. Donc, évidemment, quelqu'un qui utilise ChatGPT au jour le jour pour l'aider dans son travail administratif, évidemment qu'au bout d'un an, il va de moins en moins écrire, donc il va de moins en moins être bon à l'écriture. Et encore, ça, c'est dans le cas de quelqu'un qui a déjà eu une bonne formation à l'écrit et qui a de l'expérience. Donc c'est encore pire avec un jeune qui arriverait aujourd'hui en entreprise et qui ne va jamais écrire lui-même. Voilà. Mais si on repart un peu dans le passé, vous vous rappelez tous à l'époque où, en tout cas pour les plus vieux, mais l'époque où Google Maps a commencé à vraiment être utilisé de manière significative et généralisée, c'est-à-dire y compris pour aller acheter une baguette. Faites le test, hein. Vous essayez de ne pas utiliser Google Maps la prochaine fois que vous allez dans une autre ville pour travailler ou en vacances, et vous allez vite vous rendre compte que vos capacités d'orientation dans un espace urbain ont été complètement dégradées. Donc, sur Google Maps, en général, quand on donne cet exemple, les gens disent « Oui, mais bon, c'est pas très grave, de toute façon, je suis toujours... au pire, j'achète un plan, puis je me débrouille. » Mais si vous faites ça pour toutes les compétences en entreprise, que ce soit l'écriture, l'analyse, la correction, la recherche d'informations, etc., vous voyez bien le risque où il est. C'est pas tant que l'IA va remplacer l'humain, c'est que l'humain se dégrade. C'est pas du tout le même enjeu, en fait. Et ça veut dire que le jour où ChatGPT est en panne, en fait, vous pouvez plus travailler. Votre entreprise est bloquée, vous, en tant que salarié, ça veut dire que vous n'avez plus aucune plus-value dans le process de travail, à part rentrer des instructions dans un programme. Donc c'est un vrai problème, en fait. C'est le vrai problème.
Du coup, vous accompagnez des structures aussi au sein d'Ananké sur ces questions. En tout cas, vous les sensibilisez. Quelles sont les bonnes pratiques à avoir vis-à-vis de la préservation de ces compétences, si je puis dire? Une des bonnes pratiques, c'est de sensibiliser son équipe déjà à repartir un peu de la base, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le numérique en général, peut-être redéfinir ce que c'est une donnée, quels risques on peut avoir dans nos usages au quotidien, et effectivement le replacer comme un outil et pas comme... le replacer à sa bonne place. Est-ce qu'on a intérêt à essayer d'identifier toutes les compétences, donc tous les postes? Par exemple, on a une structure de 20 salariés ou peut-être de 50 et on a responsable des ressources humaines, une secrétaire, des équipes sur le terrain, peu importe le secteur d'activité. Est-ce qu'on a intérêt à décortiquer un peu les missions de chacune pour voir à quel endroit se situe justement la compétence clé à conserver absolument, sur laquelle il ne faudra justement pas perdre? De toute manière, on pourra difficilement imposer un outil sans créer, de mon point de vue, un dialogue auparavant. Et si jamais on souhaite utiliser une IA à un certain endroit, là, à mon avis, le plus efficace, c'est effectivement de décortiquer un process et d'en discuter pour identifier les points précis où on peut gagner du temps pour mieux travailler, favoriser des interactions, mais aussi effectivement anticiper une panne, se dire qu'est-ce qu'on fait si Internet s'éteint et on n'a plus accès à tout ça. Dans certains domaines, on ne peut pas vraiment se le permettre. Il faudra toujours garder une compétence humaine qui est responsable de son travail jusqu'au bout et qui n'est pas forcément tributaire de ces risques-là. Donc, si je comprends bien, en fait, on parle de l'IA et c'est un sujet un peu marketing, comme tu l'as évoqué, mais finalement, ça va bien au-delà de l'IA et ça va plutôt aussi sur tous nos rapports au numérique. Comment on réussit à s'adapter si jamais justement on l'a plus demain. Je pense que la majeure partie des structures ne s'est pas forcément posé les questions, surtout les petites structures qui n'ont pas forcément de moyens. Comment justement transformer ce sujet IA qui peut faire peur pour certains, qui peut être une opportunité pour d'autres, en une opportunité pour la structure de prendre du recul et de se poser sur les pratiques. Quels seraient les conseils concrets que vous pourriez donner à un dirigeant, une dirigeante d'une structure qui se dit bon, on entend beaucoup parler de l'IA, je ne sais pas où me positionner, j'y connais rien. Comment je peux essayer d'ouvrir mes pratiques, peut-être d'utiliser d'autres outils, peut-être que j'ai entendu que je pouvais gagner en productivité. Comment on peut se lancer dans une démarche d'interrogation sur ces sujets-là? Je pense que c'est un peu ce que disait Lucie, il faut bien comprendre que pour avancer sur ces questions-là, il y a pas 10 méthodes différentes. Il y a peut-être plusieurs manières de faire, il y a certainement plusieurs manières de l'introduire ou de ne pas l'introduire, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'introduire l'IA dans les process. Mais par contre, il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est le dialogue. Il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Et on en arrive à cette conclusion parce qu'il faut aller étudier ensuite les impacts réels, en fait. C'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est parce que les impacts sur les process et sur les postes vont être directement dépendants de cette capacité ou pas à dialoguer dans les entreprises. Alors, pour donner quelques exemples, ce qui est certain, c'est que on peut pas anticiper, à l'heure actuelle, on peut pas savoir exactement quel va être l'impact réel. C'est entièrement faux, les gens qui vous vendent des formations en disant mais attention, il faut vite vous former parce que sinon vous allez être en retard, vous allez être obsolète très rapidement et vos employés pourront plus travailler correctement, etc. C'est entièrement faux. Il y a quelques domaines très très précis dans lesquels ça peut être un peu vrai, mais c'est des domaines qui sont déjà extrêmement consommateurs de numérique. Donc quand on travaille dans l'audiovisuel, par exemple, on est très concerné par ces questions-là. Mais c'est parce qu'on est déjà dans le numérique à 99%. Donc c'est pas le cas de la majorité des entreprises. Si on mesure vraiment, tout le monde dit que ça va changer complètement la structure des emplois, qu'il va y avoir des vagues d'obsolescence, de gens qui vont être licenciés, c'est entièrement faux en fait. Ce que les gens sérieux, c'est-à-dire les organisations internationales, mesurent a priori comme impact potentiel, c'est de l'ordre de 10%, 5 à 10% des métiers. C'est pas non plus bon. Par contre,
Le risque, c'est par exemple ce qu'on appelle l'obsolescence des compétences, c'est-à-dire non pas l'obsolescence des compétences, mais l'impression que les gens ont d'être obsolètes. Aujourd'hui, la transformation, elle vient des salariés, elle vient pas des entreprises. Il y a quelques entreprises qui décident du jour au lendemain, qui pètent les plombs, qui arrivent en réunion CODIR et qui disent à partir de demain c'est l'IA partout, mais eux, en général, soit c'est une start-up, soit ils vont dans le mur parce qu'ils vont se retrouver au prud'homme assez rapidement. Mais par contre, la vraie transformation, c'est les salariés. On estime à peu près à 50% de shadow IA dans les entreprises, donc de 50% d'usage caché de l'IA par les salariés, qui pour l'instant l'utilisent sans vraiment le dire et sans vraiment du coup être encadrés. Donc là, il y a plein de questions qui viennent de là. Si on laisse proliférer un usage non encadré, déjà on laisse proliférer des mauvais usages, des risques, les risques dont on a parlé, etc. Mais aussi, ce qui va se passer, c'est que en ne discutant pas des usages et en prenant pas les décisions collectivement, on va avoir des gens qui vont progresser très vite sur l'IA, parce qu'ils ont bien trouvé leur vitesse de croisière, et puis ils s'en servent et ça les aide. Et d'autres qui, au bout d'un moment, vont se sentir obsolètes, alors qu'ils ne le sont pas, et vont se dire, mais moi, qu'est-ce que je fais dans cette boîte? En fait, petit à petit, je me sens en décalage, j'ai l'impression de pas comprendre ce qui arrive, etc. Et c'est là où on va avoir des vrais problèmes. Parce que si dans un flux de travail, vous avez plusieurs personnes qui sont censées travailler ensemble, il y en a une qui utilise l'IA sans le dire, et qui du coup va beaucoup plus vite, par exemple, et l'autre derrière qui comprend pas et qui essaye d'aller aussi vite, mais elle peut pas. Et ça va créer quand même des tensions assez fortes et des incompréhensions et des sentiments de mal-être au travail qu'il faut à tout prix prendre en charge dès le début. Bon, sans compter tous les risques dont on a parlé. Donc ça veut dire vraiment que la seule solution, c'est de prendre en charge dès le début un dialogue autour de ça, en libérant la parole, en faisant en sorte que les gens n'aient pas peur de dire qu'ils utilisent de l'IA, qu'ils n'aient pas honte, quoi. Et surtout qu'ils disent comment ils l'utilisent pour que soit, si c'est un usage intéressant, ça puisse être utile à tout le monde, soit, si c'est un usage à risque, qu'on puisse dire non, il vaut mieux pas faire ça, mais qu'il y ait une prise de conscience générale. Sinon, ça va rester un domaine un peu tabou, où chacun va faire un peu ce qu'il veut. Ça va être le Far West, en fait. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Sachant, pour répéter ce que j'ai dit au tout début, que le risque, il est dans 2 ans. Le degré de maturité potentiel des outils d'IA, il est dans 2 à 4 ans. Donc ça veut dire que dans 2 à 4 ans, si personne n'a lancé le dialogue aujourd'hui, si les responsables RH ne travaillent pas sur cette dimension-là, en discutant avec les salariés, en mettant en œuvre des actions de sensibilisation, en mettant en œuvre éventuellement des formations, mais s'il n'y a pas un travail qui est fait dès maintenant, dans 2-4 ans, quand les outils deviendront vraiment incontournables, parce qu'ils seront vraiment efficaces, les entreprises devront intégrer ces outils-là du jour au lendemain, et personne ne sera prêt. Donc le vrai enjeu, il est là. C'est pour ça la dimension du dialogue, elle est impossible à éviter, quoi. Est-ce que ça rejoint les éléments, tout à l'heure, donc juste avant ce temps, on a parlé aussi et on a fait la comparaison avec le numérique de manière générale, l'utilisation d'Excel, etc. Et on a l'impression qu'il peut y avoir une fracture, enfin en tout cas, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une fracture entre les personnes qui sont assez à l'aise avec le numérique et d'autres qui le sont moins. Quel est ton regard là-dessus ? En fonction des générations, effectivement, même en fonction des expériences ou de notre métier, on peut avoir différents usages avec le numérique. Le fait de créer un dialogue en interne permet de partager des bonnes pratiques et d'échanger sur ces différents réflexes qu'on peut avoir. On en parlait aussi ensemble avant, mais il y a peut-être une forme à créer en entreprise qui pourrait s'appeler les laboratoires d'usage, où on teste régulièrement, comme un rendez-vous en interne, on peut tester soit des nouveaux outils, soit des réflexes qu'on peut intégrer dans certains process. Et c'est quelque chose qui peut être animé sans forcément avoir des compétences techniques sur l'IA. Il faut simplement peut-être avoir des réflexes sur de l'intelligence collective ou de l'écoute dans un collectif. On peut très bien s'appuyer sur des références qui sont nationales ou qui sont validées qui sont produites par des personnes dont on reconnaît le travail. Et
en partant de ce rendez-vous régulier, on peut en interne, je pense, créer ce dialogue entre des personnes qui ne partagent pas forcément le point de vue, mais qui petit à petit peuvent se remettre à travailler ensemble de manière sereine et qualitative. Et pourquoi ça représente une opportunité pour les structures de l'ESS de se saisir de ce sujet? Je pense que c'est un sujet de société qui a un peu débarqué dans nos vies récemment, pour ma part en tout cas. Et je pense que d'autres personnes peuvent se reconnaître dans ce point de vue-là. Et comme il est ultra présent, on a besoin peut-être de mieux comprendre ce que c'est, mieux comprendre comment ça peut impacter notre quotidien et notre façon de travailler. Et pour les entreprises, en créant un espace où on peut en discuter collectivement, peut-être que c'est une excuse pour faire de la culture d'entreprise en interne, de se mettre d'accord sur les valeurs de l'entreprise et comment est-ce que ça peut se traduire dans notre utilisation d'une IA ou du numérique en général. Comment est-ce qu'on souhaite le valoriser par rapport à des partenariats ou par rapport à des ressources qu'on souhaite externaliser. Donc c'est un sujet qui englobe après plusieurs autres chantiers. Donc c'est un peu une excuse pour prendre le temps aussi, peut-être dans un contexte social particulier, notamment pour les structures de l'ESS. On est un peu mis sous pression parfois aussi financière. Et donc c'est aussi essentiel de prendre ce temps-là pour se questionner sur les pratiques. Et puis j'ai l'impression, en fait, dans ce que vous énoncez aussi, que ça donne une bonne excuse pour s'interroger plus largement sur la qualité de vie et les conditions de travail. En fait, je pense que l'enjeu pour l'ESS, il n'est pas très différent en vérité de n'importe quel secteur. C'est avant tout le fait qu'on est dans un monde en transformation, il y a une injonction à la transformation permanente qui est un peu anxiogène, notamment sur le numérique. Ça fait 10 ans maintenant que dans l'ESS, on dit « faut à tout prix faire votre transformation » parce que on part du principe que l'ESS est toujours un peu en retard sur ces questions-là, ce qui n'est pas du tout vrai, en fait. Bon, si on va dans n'importe quelle PME en France, de toute façon, le retard est partout, quoi. Mais du coup, l'ESS a un peu cette culpabilité en permanence de « on est plus en retard que les autres, il faut qu'on se transforme, etc. » Je pense qu'il faut pas voir le problème comme ça, en fait. Il faut vraiment évaluer quels sont les besoins par rapport au modèle économique, quels sont les besoins par rapport au métier, parce qu'il y a des métiers dans lesquels ça n'a aucune utilité. Et une fois qu'on a fait cette évaluation, dialoguer en collectif pour savoir ce qu'on veut faire ensemble avec le numérique en général, pas qu'avec l'IA, parce que en vérité, l'IA, c'est l'arbre qui cache la forêt. Là, les gens les entreprises, si on écoute ce qui se passe dans la presse, on va tous former les gens à l'IA, alors que 80% des gens ne savent pas utiliser les fonctions avancées d'Excel. Donc, je veux dire, on a un énorme retard, de toute façon, sur le numérique en général. Les gens ne connaissent pas les procédures de sécurité pour éviter d'être piratés. Donc, je pense qu'il vaut mieux prendre, comme tu disais, le temps, et pas juste le temps, en fait, le temps de se poser des questions par rapport à tout ça, mais aussi le temps de reposer les choses par rapport à c'est quoi notre métier, quelle est la partie de notre métier qui finalement est pas intéressante, est automatisable pour être déléguée à des ordinateurs ou à des algorithmes, et quelle est la vraie part intéressante de notre métier qui fait qu'on a une vraie spécificité, on a quelque chose à apporter. Et sur cette part de métier, il n'y a pas de négociation possible. Parce que évidemment que un des risques dont on ne parle pas là depuis le début, enfin toi tu l'as évoqué un tout petit peu, mais un des risques c'est les faux spécialistes, c'est les gens qui vont arriver, qui arrivent déjà d'ores et déjà sur le marché, mais qui vont arriver de plus en plus, et qui vont promettre la lune à des structures en disant « Ah mais vous faites ça, ben nous... Enfin, moi j'ai entendu parler d'un truc comme ça ce vendredi d'ailleurs, mais nous on va vous développer un logiciel qui permet de suivre tous vos bénéficiaires, tous vos agents, et d'optimiser, etc. » Mais il faut surtout pas en fait tomber dans ce piège-là. Évidemment qu'il y a plein de promesses et qu'on va être assailli de ces promesses-là et que la tentation, ça peut être de se dire je comprends rien à cette évolution et je vais faire confiance à un spécialiste, mais en fait il faut vérifier le spécialiste. Et donc si je comprends bien, il faut aussi partir des besoins, des enjeux liés au métier, oui. Des besoins du salarié et du poste. Oui. Avant de s'intéresser à l'outil qu'on nous vend. Exactement. Et du coup, plutôt que de faire confiance à un mauvais spécialiste, si vous n'avez pas la capacité d'en choisir un
il vaut mieux faire confiance à vos équipes qui, pour le coup, eux, sont les vrais spécialistes de leur métier. Parce que c'est pas sur la dimension, c'est quoi l'IA générative? C'est un outil auquel on peut donner des consignes en langue française. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des compétences techniques incroyables. Donc il vaut mieux à la rigueur faire très très confiance aux équipes sur leur capacité à déterminer dans quelle partie de leur métier il y a des choses qui pourraient être automatisées, dans quelle partie il y a vraiment le cœur de métier auquel il faut faire confiance, il faut développer les compétences, etc. Plutôt que de demander à un faux expert qui va venir vous vendre des outils qui sont censés résoudre tous les problèmes. Faut pas oublier qu'il y a des histoires comme ça, on en a entendu plein. Il y a 4-5 ans, il y avait des gens quand même dans la tech qui promettaient de disrupter le monde du travail en France, quoi. Ça n'a jamais donné un seul résultat. Et là, on est un peu à cette étape-là. Il faut que je pense que l'ESS peut montrer justement une voie justement sur ça, en s'intéressant au sujet de manière très responsable, parce que c'est ce qu'on attend d'elle. On attend d'elle d'être encore plus responsable sur ces enjeux-là que d'autres modèles économiques, mais on attend d'elle aussi de ne pas se mettre volontairement en retard juste par idéologie. Donc il faut trouver le bon niveau de prise en compte, quoi. Qu'est-ce que vous pensez d'un dirigeant, d'une dirigeante qui va venir décider d'autoriser ou non l'utilisation de l'IA dans la structure? Je pense qu'on en a déjà un peu parlé avant, mais le fait de l'autoriser ou de l'interdire, je suis pas sûre que ce soit la bonne question. Je pense qu'en l'interdisant, on laisse la place à tout le shadow IA dont on a parlé, qui est super risqué. En l'imposant à une équipe, on prend aussi le risque que ça crée beaucoup de tensions, qu'il y ait des personnes qui se sentent obsolètes dans leurs compétences, qui ont le sentiment de se faire remplacer petit à petit alors que c'était pas forcément l'intention initiale. Le message qu'on avait envie de faire passer, c'est plutôt de laisser la place au dialogue en interne pour que les équipes décident aussi un peu d'elles-mêmes comment elles veulent l'utiliser, si elles veulent l'utiliser. Et quand on vous dit on n'a pas le temps, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Si on prend pas le temps, un jour, on sera obligé de... ce sera imposé par la situation, en fait. C'est ça le souci. Si on n'a pas le temps de s'intéresser à ces questions-là, un jour, ces questions-là s'intéresseront à vous. C'est pas... c'est aussi simple que ça. Imaginez-vous quelqu'un qui, au début des années 2000, dit « j'ai pas le temps de m'intéresser à Internet ». Un jour, il a bien été obligé de s'y intéresser très fort. Donc, il y a pas de... On peut pas dire aujourd'hui, dans un monde comme le nôtre, on peut pas dire « je suis contre l'IA, donc je l'utiliserai pas ». On peut dire « je suis contre l'IA, donc je vais bien analyser sérieusement la question et j'en ai pas besoin et ça n'a pas d'impact sur mon modèle, donc je m'en sors bien ». Mais on ne peut pas évacuer la question juste en disant « je suis contre », parce que ça va, de toute façon, c'est déjà partout. La dimension quand même un peu folle de tout ça, c'est que si vous êtes contre l'utilisation de l'IA, mais que vous avez déjà un smartphone, c'est que vous êtes déjà un utilisateur de l'IA. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a des questions qui sont apparues sur le SMS Wall, mais j'ai l'impression qu'on y a déjà répondu indirectement. Je vous les lis quand même. Quels sont les domaines professionnels pour vous où l'IA est le plus performant? Je me questionne sur le mot performant, en fait. Alors, soit ça veut dire vraiment performant, soit ça veut dire peut-être utile. Je sais pas, mais en fait, il n'y a pas de... l'IA générative est faite pour, de toute façon, performer des choses, pour réaliser des choses qui sont d'un niveau assez correct. Donc, elle est plutôt performante à partir du moment où il y a de l'écrit et évidemment, elle peut aussi faire de l'image, etc. Mais ça, c'est pas les IA qui sont le plus utilisés par les gens. Ça, c'est plutôt pour l'image, c'est plutôt des IA utilisées dans des métiers de l'image. Honnêtement, en fait, c'est plutôt performant pour tout ce qui est à base d'écrit, mais ça sera jamais exactement ce que vous voulez. Si vous demandez à une IA de résumer un texte, elle va vous faire un résumé qui est pas obligatoirement le meilleur résumé, qui est pas obligatoirement celui que vous auriez préféré. C'est un résumé, c'est tout. Et surtout, si vous lui dites « oui, mais je veux un résumé quand même en 600 mots exactement », vous commencez à lui donner des spécifications très précises, elle n'y arrivera pas. Hein. Donc, elle vous fera des choses. C'est pour ça le mot performance, du coup, c'est pas très clair. Elle fera des choses performantes,
mais elle fera jamais exactement ce que vous voulez. Donc d'un côté, elle est très performante, d'un autre côté, elle n'est pas du tout. C'est pas... On a une autre question, c'est quel type de formation pour l'IA? Aucune. C'est-à-dire? Non, si vous devez... Enfin, c'est des questions qui sont posées par des employeurs, donc je vais répondre à un employeur. Quel type de formation pour l'IA pour des gens qui ne sont pas des spécialistes de l'informatique? Se former à son métier, déjà, et à son cœur de métier. En fait, il faut, au contraire, renforcer les compétences cœur de métier. Dans l'idéal, faire les laboratoires d'usage dont on parlait, parce que c'est là où ils vont développer les compétences d'utilisation de l'IA. Si vraiment vous ne pouvez pas faire les laboratoires d'usage ou que ça vous inquiète, vous préférez faire une vraie formation, vous pouvez faire une formation au prompting, mais se former au prompting, ça prend 1 heure. Hein. C'est pas... Se former à rentrer des instructions dans une IA, ça prend 1 heure. Celui qui vous vendra une formation au prompting de 2 jours, c'est déjà à la limite de la comment on pourrait dire, je ne veux pas être méchant, mais de l'exagération, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux les laboratoires d'usage, parce qu'entre salariés, entre gens qui travaillent déjà ensemble, ça va beaucoup plus vite. Ceux qui connaissent déjà, bon. Sinon, après, oui, si on doit aller vraiment sur ça, moi je pense que le premier truc à faire, c'est surtout les sensibilisations sur les questions de risque, sur les questions de cybersécurité, sur les questions de risques cognitifs notamment, de comment se préserver par rapport aux outils numériques, de comment continuer à développer ses compétences cognitives, le cœur de métier dont je parlais, etc. Après, éventuellement, vous pourrez former vos équipes à l'IA, mais franchement, déjà, si tout le monde était formé à Excel, j'arrête pas de le dire, mais je vois pas à quoi ça sert d'avoir des compétences avancées sur l'IA quand les gens ne savent pas démarrer leur Windows sous DOS et corriger la connexion de l'imprimante. Ça n'a aucune utilité. Mais en revanche, si collectivement ils se sont mis d'accord sur un outil à utiliser, peut-être que c'est sur cet outil-là qu'il faudra former. Mais c'est en ayant fait un travail auparavant d'échange sur la manière dont il souhaite utiliser l'IA. C'est ça, en fait. Il faut différencier la question des usages et la question des contenus de formation. Et là, le vrai problème avec l'IA, c'est les usages, c'est pas les contenus théoriques, c'est pas d'avoir des éléments vraiment pour faire de l'IA. Faire de l'IA, c'est minimum un Master 2. Donc c'est pas du tout la même question. Par contre, les usages, oui. Je crois qu'on pourrait encore en parler très longtemps. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés lors de ce temps aujourd'hui qui vous semblent essentiels à souligner? Et dans un second temps, je vous poserai la question de si vous devez retenir peut-être 2 ou 3 informations de ce temps, c'est quoi? Oui, je dirais le dialogue en interne et puis peut-être les laboratoires d'usage que nous, on va essayer de mettre en place aussi pour se mettre d'accord collectivement sur la manière dont on souhaite utiliser l'IA. Si je devais rajouter quelque chose, je pense que derrière la question du dialogue, il y a aussi la question du dialogue social. Il y a ce qui n'existe pas pour l'instant en France, c'est un vrai dialogue social sur le numérique. Et on s'est bien rendu compte avec la crise Covid qu'il fallait en avoir un quand même, parce qu'il y a plein de questions au travail qui se posent autour du numérique. Donc du coup, les laboratoires d'usage, ça peut être un moyen de lancer du dialogue social numérique. Et en tout cas, il faut le concevoir comme quelque chose de très large, en fait. C'est pas dialogue social obligatoirement au sens rencontre entre les dirigeants et les syndicats. Hein. C'est plus dialogue vraiment interne dans l'entreprise. Et après, je pense qu'il y a vraiment cette double question de la qualité et de la qualité de vie au travail. En fait, c'est faire fausse route. Il faut vraiment arrêter de lire en fait ce que vous lisez, ce qu'on lit tous sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. et choisir des sources très précises. Le mythe de je vais gagner beaucoup de temps, de productivité grâce à l'IA, et donc je vais réorganiser les efforts de mon entreprise sur d'autres sujets ou sur des nouvelles choses, etc. C'est un peu peine perdue en fait. Surtout, alors je le dis encore plus pour une structure qui aurait déjà des difficultés. Faire ce choix-là, c'est le plus grand risque que vous pouvez prendre. Parce qu'a priori, les gains qui peuvent être faits sur ces questions-là sont tellement marginaux
que ça va rien changer, voire même ça va peut-être donner des petits effets au début, mais ça durera pas. Je donne souvent l'exemple des gens qui croient que grâce à l'IA, ils vont pouvoir remplir plein de demandes de subventions et du coup ils vont avoir plus d'argent. Ça va peut-être marcher au début, mais sauf qu'au bout d'un moment, tout le monde fera ça. Donc en fait, très rapidement, on va revenir à l'état antérieur parce que les subventions, on n'a pas plus. Donc de toute façon, la probabilité d'obtenir la subvention sera toujours la même à terme. Donc il faut surtout pas faire des calculs comme ça. Par contre, en mettant le focus sur comment j'utilise l'IA pour augmenter la qualité et comment je redirige éventuellement mes gains de temps, mes gains de productivité sur de la qualité de vie au travail, là, tout le monde est gagnant, en fait. À la fois le modèle économique parce qu'il y a plus de qualité et les salariés parce qu'il y a plus de qualité de vie au travail. Mais à mon avis, c'est le seul moyen d'utiliser tout ça de manière raisonnée et responsable. Merci. Et ce que je retiens aussi, c'est de se dire que faut arrêter de sortir de l'urgence et de la panique. Néanmoins, c'est quand même essentiel de commencer d'ores et déjà à se poser la question. Mais même si c'est intégrer un point d'une demi-heure lors d'une réunion d'équipe dans un premier temps, et que c'est l'IA est finalement, vu qu'elle est aussi visible du grand public, une bonne excuse pour se reposer des questions de fond sur nos usages du numérique, sur la qualité de vie et les conditions de travail, et pour les encadrer au mieux, à la fois pour finalement espérer être aussi une structure de l'ESS qui peut être modèle sur ces questions-là, et puis pour éviter de se retrouver dans 2 à 5 ans le couteau sous la gorge à devoir prendre des décisions qui n'ont pas été élaborées collectivement. Merci beaucoup pour ce temps, pour vos apports. C'était très intéressant. Je pense qu'on aurait pu encore en parler longtemps. Peut-être qu'on aura l'opportunité de refaire un temps comme celui-ci. J'aimerais beaucoup, en tout cas, parce qu'il y a des choses auxquelles je pense qu'on n'a pas évoquées. Je pense aussi à des ressources qu'on n'a pas forcément évoquées là aujourd'hui. Néanmoins, on pourra éventuellement vous le remettre dans le commentaire de la vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à vous en servir. Ça peut être un outil pour sensibiliser parfois les équipes. Donc il ne faudra pas hésiter. On vous informe également qu'on aura un 6e Midi de l'emploi et des RH, donc porté par l'UDES en 2025, le dernier de cette année, qui portera sur les questions du management en situation de crise et comment les outils managériaux peuvent être utiles, notamment quand il y a des crises, que ce soit d'un facteur extérieur à la structure, mais aussi en interne, en lien éventuellement avec les gouvernances, qu'elles soient associatives ou autres, en tout cas dans les structures de l'ESS. Donc on pourra vous redonner les informations de la date de ce temps. Encore un grand merci à vous. Merci également encore à la DRETS Provence-Alpes-Côte d'Azur qui nous permet d'organiser ce temps. Et puis on espère vous revoir très vite.